Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur Day8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une lecture ensemble. On a commencé le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors, c'est un ouvrage publié en 1829. Victor Hugo a alors 26 ans. Il est très jeune pour écrire sur la peine de mort, mais c'est un sujet qui lui a toujours tenu à cœur. Il a été très investi dans cette cause. Euh, alors, à la sortie du roman, donc c'est un roman assez moderne pour l'époque de s'interroger voilà, sur les sentiments que peuvent avoir un condamné à mort, sur la question de la justice. Est-ce que c'est vraiment juste de condamner un être humain à mourir? Est-ce que est-ce que c'est moral de lui infliger la même chose que lui a fait pour être condamné? Et alors, ce livre est accueilli par différentes critiques à sa sortie. Certains pensent que c'est un ouvrage morbide, tout simplement, voyeuriste, qui ne fait pas avancer la peine de mort. Et d'autres le voient comme un véritable plaidoyer. On a Sainte-Beuve qui écrit à l'époque: jamais les fibres les plus déliées et les plus vibrantes de l'âme n'ont été à ce point mises à nu et à relief, en parlant de la façon dont écrit Victor Hugo sur ce condamné qui n'est jamais mentionné autrement que par le jeu. C'est un livre écrit à la première personne. On ne sait pas ce qu'a fait ce condamné pour être condamné à mort, si ce n'est qu'on sait qu'il a commis un crime où il était question de sang, donc à mon avis un meurtre. Il n'a pas de nom, on ne le mentionne jamais par son... Enfin, Victor Hugo ne le mentionne jamais par son nom, donc il est totalement, entre guillemets, anonyme. Donc ça peut être le récit de n'importe quel condamné à mort. Je vais poursuivre cette lecture. Je m'étais arrêtée au chapitre 14. Très bonne soirée à tous. Quand je revins à moi, il était nuit. J'étais couchée dans un grabat. Une lanterne qui vacillait au plafond me fit voir d'autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu'on m'avait transportée à l'infirmerie. Je restai quelques instants éveillée, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur d'être dans un lit. Certes, en d'autres temps, ce lit d'hôpital et de prison m'eût fait reculer de dégoût et de pitié. Mais je n'étais plus le même homme. Les draps étaient gris et rudes au toucher, la couverture maigre et trouée. On sentait la paillasse à travers le matelas. Qu'importe. Mes membres pouvaient se déroidir à l'aise entre ces draps grossiers. Sous cette couverture, si mince qu'elle fût, je sentais se dissiper peu à peu cet horrible froid de la moelle des os dont j'avais pris l'habitude. Je me rendormis. Un grand bruit me réveilla. Il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors. Mon lit était à côté de la fenêtre. Je me levai sur mon séant pour voir ce que c'était. La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde. Deux haies de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotées à chaque pavé, 5 longues charrettes chargées d'hommes. C'étaient les forçats qui partaient. Ces charrettes étaient découvertes, chaque cordon en occupait une. Les forçats étaient assis de côte sur chacun des bords, adossés les uns aux autres, séparés par la chaîne commune, qui se développait dans la longueur du chariot, et sur l'extrémité de laquelle un argousin debout, fusil chargé, tenait le pied. On entendait bruire leur fer, et à chaque secousse de la voiture,
On voyait sauter leurs têtes et ballotter leurs jambes pendantes. Une pluie fine et pénétrante glaçait l'air, et collait sur leurs genoux leurs pantalons de toile, de gris devenus noirs. Leurs longues barbes, leurs cheveux courts, ruisselaient. Leurs visages étaient violets, on les voyait grelotter, et leurs dents grinçaient de rage et de froid. Du reste, pas de mouvement possible. Une fois arrivé à cette chaîne, on n'est plus qu'une fraction de ce tout hideux qu'on appelle le cordon, et qui se meut comme un seul homme. L'intelligence doit abdiquer, le carcan du bagne la condamne à mort, et quant à l'animal lui-même, il ne doit plus avoir de besoin et d'appétit qu'à heure fixe. Ainsi, immobiles, la plupart demi-nus, tête découverte et pieds pendants, ils commençaient leur voyage de 25 jours, chargés sur les mêmes charrettes, vêtus des mêmes vêtements pour le soleil à plomb de juillet et pour les froides pluies de novembre. On dirait que les hommes veulent mettre le ciel de moitié dans leur office de bourreau. Il s'était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue. Injures d'un côté, bravade de l'autre, imprécations des deux parts, mais à un signe du capitaine, je vis les coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout rentra dans cette espèce de calme extérieur qu'on appelle l'ordre. Mes yeux étaient pleins de vengeance, et les poings des misérables se crispaient sur leurs genoux. Les 5 charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d'argousins à pied, disparurent successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. Une 6e les suivit, dans laquelle ballottaient pêle-mêle les chaudières, les gamelles de cuivre et les chaînes de rechange. Quelques gardes-chiourmes qui s'étaient attardés à la cantine sortirent en courant pour rejoindre leur escouade. La foule s'écoula. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s'établir par degrés dans l'air le bruit lourd des roues et des pieds des chevaux sur la route pavée de Fontainebleau, le claquement des fouets, le cliquetis des chaînes et les hurlements du peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. Et c'est là pour eux le commencement. Que me disait donc l'avocat? Les galères? Ah, oui, plutôt 1000 fois la mort. Plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Plutôt livrer mon cou au couteau de guillotin qu'au carcan de la chiourme. Les galères, juste ciel. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade, en effet. Je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient pressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis, ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile. Une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait?
Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie. Plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Pendant le peu d'heures que j'ai passé à l'infirmerie, je m'étais assis près d'une fenêtre, au soleil. Il avait reparu, ou du moins recevant du soleil tout ce que les griffes de la croisée m'ont laissé. J'étais là, ma tête pesante et embrasée dans mes 2 mains, qui en avaient plus qu'elles n'en pouvaient porter, mes coudes sur mes genoux, les pieds sur les barreaux de ma chaise, car l'abattement fait que je me courbe et me replie sur moi-même comme si je n'avais plus ni os, ni membres, ni muscles dans la chair. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. J'éprouvais une grande lassitude de Bicêtre. Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m'envoyer au moins un petit oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m'exauça. Mais presque au même moment, j'entendis se lever sous ma fenêtre une voix, non celle d'un oiseau, mais bien mieux. La voix pure, fraîche, veloutée, d'une jeune fille de 15 ans. Je levai la tête, comme en sursaut. J'écoutai avidement la chanson qu'elle chantait. C'était un air lent et langoureux, une espèce de roucoulement triste et lamentable. Voici les paroles. C'est dans la rue du Mail où j'ai été coltigé, maluré, par 3 coquins de rail. Lire l'onfa ma lurette, sur mes 6 confossés. Lire l'onfa ma lurée. Je ne saurais dire combien fut amer mon désappointement. La voix continua. Sur mes 6 confoncés, malurés, ils m'ont mis la tartouve, lire l'onfa ma lurette, grand meudon et aboule, lire l'onfa ma lurée. Dans mon trimain rencontre, lire l'onfa ma lurette, un peigne du quartier, lire l'onfa ma lurée. Un peigne du quartier, ma lurée. Va-t'en dire à ma largue, lire l'onfa ma lurette, que je suis enfouraillée, lire l'onfa ma lurée. Ma largue tout en colère, lire l'onfa ma lurette, me dit, qu'as-tu donc morfilé? Lire l'onfa ma lurée. Me dit, qu'as-tu donc morfilé, ma lurée? J'ai fait suer un chêne, lire l'onfa ma lurette. Son auberge j'ai enganté, lire l'onfa ma lurée. Son aubert et sa toquante, lire l'onfa ma lurette. Et ses attaches de C, lire l'onfa ma lurée. Et ses attaches de C, ma lurée. Ma largue part pour Versailles, lire l'onfa ma lurette, au pied de sa majesté, lire l'onfa ma lurée. Elle lui fonce un babillard, lire l'onfa ma lurette, pour me faire défourailler, lire l'onfa ma lurée. Pour me faire défourailler, ma lurée. Ah, si j'en défouraille, lire l'onfa ma lurette, ma largue j'en t'y ferai, lire l'onfa ma lurée. Je l'y ferai porter fontange, lire l'onfa ma lurette, et souliers
galuchés, lire l'onfemme allurée, et souliers galuchés, malurés. Mais grand dabe qui se fâche, lire l'onfemme allurette, dit « Par mon caloquet, lire l'onfemme allurée, je l'y ferai danser une danse, lire l'onfemme allurette, où il n'y a pas de plancher, lire l'onfemme allurée. » Je n'en ai pas entendu et n'aurais pu en entendre davantage. Le sens à demi compris et à demi caché de cette horrible complainte, cette lutte du brigand avec le guet, ce voleur qu'il rencontre et qu'il dépêche à sa femme, cet épouvantable message « J'ai assassiné un homme et je suis arrêté, j'ai fait suer un chêne et je suis enfouraillé ». Cette femme qui court à Versailles avec un placet et cette majesté qui s'indigne et menace le coupable de lui faire danser la danse où il n'y a pas de plancher. Et tout cela chanté sur l'air le plus doux et par la plus douce voix qui ait jamais endormi l'oreille humaine. J'en suis restée navrée, glacée, anéantie. C'était une chose repoussante que toutes ces monstrueuses paroles sortant de cette bouche vermeille et fraîche. On eût dit la bave d'une limace sur une rose. Je ne saurais rendre ce que j'éprouvais. J'étais à la fois blessée et caressée. Le patois de la caverne et du bagne, cette langue ensanglantée et grotesque, ce hideux argot marié à une voix de jeune fille, gracieuse transition de la voix d'enfant à la voix de femme. Tous ces mots difformes et mal faits, chantés, cadencés, perlés. Ah, qu'une prison est quelque chose d'infâme. Il y a un venin qui y salit tout. Tout s'y flétrit, même la chanson d'une fille de 15 ans. Vous y trouvez un oiseau, il y a de la boue sur son aile. Vous y cueillez une jolie fleur, vous la respirez, elle pue. Oh, si je m'évadais, comme je courrais à travers champs. Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Tâchez d'avoir quelques vieux sarraux bleus à dessins rouges. Cela déguise bien. Tous les maraîchers des environs en portent. Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais où, étant au collège, je venais avec mes camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. La nuit tombée, je reprendrai ma course. J'irai à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irai à Arpajon. Il aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain et aller au Havre et m'embarquer pour l'Angleterre. N'importe. J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe. Il me demande mon passeport. Je suis perdue. Ah, malheureux rêveur! Brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, la mort! Quand je pense que je suis venue tout enfant ici, à Bicêtre, voir le grand puits et les fous. Pendant que j'écrivais tout ceci, la lampe a pâli, le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa cassette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés, s'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé monsieur.
c'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire béni, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine, comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en eau, et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voilà ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart. La porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi, avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. « Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ?» Je lui ai répondu d'une voix faible. « Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. » Cependant, ma vue s'est troublée, une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres, j'ai senti mes tempes se gonfler, et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise, comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. « Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près de la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. » La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. « C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive, j'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il la sollicitait avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela, et j'ai repris d'une voix ferme. « Lisez, monsieur. » Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi.
L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté, quand il a eu terminé sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable, 4 fusiliers dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu, à votre aise. Il m'a salué en disant, j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors, ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade, il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Ô rage, démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure. Chapitre 22 de la conciergerie. Me voici transféré, comme dit le procès-verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. Hélas, lui et d'autres. Je me suis levée, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai prononcé un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis, je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré. Cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblong, divisé en 2 sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la caribole. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette lecture. Bon courage pour ceux qui travaillent et bonne nuit pour ceux qui se couchent.